Je veux montrer à toute la France que j'adore de vivre et je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Trouver sa voie, accéder à l'emploi, réussir professionnellement, nous n'avons pas toutes et tous les clés pour y parvenir aussi facilement. C'est ce que réalise Philippe Dupeyrat alors qu'il mentore un jeune collégien. Auparavant en poste en conseil, puis attiré par l'ESS, Philippe a un jour l'idée d'un site internet qui oriente les jeunes de 20 à 34 ans. Ma voix naît d'une coalition, celle de Chance, Génération France, Job Ready et Base Impact, des acteurs de l'emploi et de la tech. L'association se positionne comme une start-up tech, elle met le numérique au service de l'intérêt général, adopte les codes de la jeunesse et réunit les acteurs associatifs de l'insertion professionnelle. Après un diagnostic en ligne rapide et gratuit, la plateforme propose des solutions à chacun et chacune des jeunes qui s'y connectent en fonction de leur projet et de leur situation. Je m'appelle Flavie Després, j'ai cofondé et je dirige Care News, le média des acteurs de l'engagement. Depuis plus de 4 ans, je reçois au micro du podcast Changer la norme des entrepreneurs qui font de l'humain et de la planète leur priorité. Ils ont choisi d'entreprendre autrement, de porter d'autres ambitions que le profit. Loin des clichés bisounours, ces femmes et ces hommes aux vies atypiques s'attardent dans ce podcast sur leur parcours, les coulisses du développement de leur structure, les enjeux structurels, financiers et humains qui se cachent derrière les pitchs et les accroches médiatiques. Comment fonctionne ma voix ? Quel lien le monde de la tech entretient-il avec le monde associatif ? Quelle vision Philippe Dupeyrat a-t-il du secteur de l'économie sociale et solidaire ? Comment assure-t-il le financement de ses ambitions ? Il répond à toutes ces questions dans cet épisode, qui est d'ailleurs un peu spécial. En effet, Changer la norme participe au Podcaston, un événement au cours duquel plus de 350 hôtesses et hôtes de podcasts mettent pendant une semaine en lumière le monde associatif et les initiatives positives. Et si j'ai choisi d'inviter Philippe, jeune entrepreneur social, c'est parce que j'ai la chance, la joie et l'honneur de siéger au conseil d'administration de Ma Voix, qui est un casting 5 étoiles. Je suis sans doute jugée partie sur ce coup-là, mais vous me pardonnerez cette petite entorse quand vous aurez découvert le parcours de Philippe et les ambitions de Ma Voix. Bonjour Philippe. Bonjour Flavie. Tu vas bien ? Ouais, très bien, je te remercie. Merci d'être venu jusqu'à nous. Même si je sais que tu es parisien à temps partiel. Je suis parti de mes montagnes, effectivement. Pas de problème sur la route. Voilà, c'est un épisode un peu particulier pour moi, parce que, 1, je te connais bien, et 2, je connais bien ma voix. Donc tu vas nous parler, mais on va faire comme si de rien n'était. Du coup, je peux pas dire de bêtises, quoi. Non, en plus, je te surveille. Et ça, voilà, I'm watching you. Alors, Philippe, qui es-tu ? Vaste question. Je pense que je suis un entrepreneur social. Je suis un père de famille. J'ai 2 petits de moins de 3 ans. Et je travaille, en tout cas, à essayer de résoudre des causes actuellement sur l'éducation qui me semblent prioritaires. Alors, tu vas nous parler de Ma Voix, qui œuvre pour accompagner les jeunes dans leur recherche d'emploi en utilisant la tech et leur code. Mais avant, quand même, peut-être que tu peux nous raconter comment tu en es venu à être délégué général de Ma Voix, donc sans retomber dans ta petite enfance. Est-ce que tu peux me tracer ton parcours rapidement ? En fait, c'est une lente évolution. Je dirais que je suis né avec des bonnes cartes et je les ai bien jouées. Et j'ai toujours essayé de m'orienter professionnellement, enfin dans mes études, puis professionnellement, sans me fermer de porte. Donc, au bout d'un moment, on réussit à l'école de commerce, conseil, et puis on se pose la question du sens. À ce moment-là, j'ai eu un premier déclic, c'était la notion de se dire j'ai envie de travailler avec des gens qui challengent le statu quo. Donc, je suis plutôt parti dans le monde des startups, Aramis Auto initialement. Et quand je dis un lent glissement, c'est que d'un côté, professionnellement, je me suis orienté progressivement vers l'ESS, la ruche qui dit oui, et puis j'ai franchi le Rubicon avec le secteur associatif et Ma Voix. Et de l'autre côté, un cheminement personnel aussi de prise de conscience que tout le monde n'a pas ces cartes-là et que l'objectif, c'est l'égalité d'opportunités. Et ça, je dirais, les premières prises de conscience, c'était lorsque j'accompagnais un élève, Florian Secpa, qui voulait être plombier. Il n'avait aucune
capacité, enfin, il n'arrivait pas à trouver un stage. Et vraiment, en lui refaisant son CV, en lui donnant un plan d'action, mais hyper court, il a eu 5 offres en une semaine. Et je me suis dit, waouh, il y a des gens qui. On peut changer un peu la destinée des gens. Et puis le deuxième, c'est qu'à titre personnel, ma femme étant colombienne, arrivée en France il y a 7 ans, je me suis rendu compte aussi du parcours du combattant que c'est, administrativement bien sûr, mais professionnellement parlant, qu'on donne les codes à des gens qui ne les ont pas. Et je suis content aujourd'hui de pouvoir concilier cette volonté d'entrepreneuriat et puis cette finalité sociale avec ma voix. Ouais, du coup, on va parler de Ma Voix. Ma Voix, c'est une asso qui est jeune. Ouais. En fait, j'aurais pu faire cet épisode toute seule. Ouais, vas-y, J'allais lance-toi. commencer la phrase. Alors, comment est née Ma Voix? Alors ma voix, c'est des rencontres, c'est plusieurs rencontres. D'un côté, des associations et des organisations sociales, Base Impact, Article 1, Génération plus ton emploi et Chance.co qui se disent on a tous une expertise sur le chemin de l'emploi, mais on collabore pas vraiment. On devrait essayer de mobiliser un financeur, Google.org, pour lui dire est-ce qu'on peut travailler à collaborer ensemble. Et de l'autre côté, c'est un chemin personnel. Moi, j'avais lancé un business, Circles.work, où je formais le top 1 pour 1000 à l'entretien des candidats qui voulaient rentrer dans des startups. Ça marchait bien, mais je me disais, c'est des gens qui sont déjà à un certain niveau et je les tire à un niveau encore supérieur. J'aimerais bien démocratiser ça. Arrive le Covid, j'en profite pour faire le wagon. Je code un module de préparation à l'entretien et je me dis, j'ai pas envie que ce soit lucratif. Donc je vais voir Base Impact à l'époque, qui étaient les pionniers du Tech for Good, et je leur dis, j'aimerais le mettre à disposition, j'aime bien ce que vous faites avec Bob Emploi. Et de fil en aiguille... Attends, on va juste rembobiner pour resituer Base Impact et Bob Emploi. Ouais. Donc Base, ça a été fondé par Paul, Exact. qui est un nerd un peu tech qui était dans la Silicon Valley et qui est revenu en France avec un organisme sans but lucratif qui utilise vraiment la tech et les algorithmes pour résoudre des problèmes de société. Et il est connu pour un truc, je crois, sur les ambulances et Bob Emploi, qui est sans doute ce qui a été... je sais pas, il y a 8 ou 9 ans où vraiment on en a beaucoup parlé. C'était un algorithme qui mettait Pôle emploi au défi, qui aidait les gens à trouver du boulot. Ouais, je pense que c'était aussi une volonté de montrer que la tech, c'est ni bon ni mauvais, c'est un levier. Ah non, pour non, avoir bien de sûr, l'impact. mais lui, il l'a utilisé en tout cas là-dessus. Voilà, pardon. Exactement. Et donc, ma route a croisé. À l'époque, je ne cherchais pas forcément, je dirais, d'emploi, ou je ne me projetais pas dans le milieu associatif, mais je me suis dit, waouh, je vais avoir la capacité de créer une association, loi 1901, avec la culture d'une start-up technologique et avec une finalité que je trouve très positive, donner les codes de la recherche d'emploi à ceux qui ne les ont pas. C'était risqué. À l'époque, on avait 2 mois sur le compte de cash. Il fallait convaincre un financeur clé, Google.org. Mais je me suis dit, on y va et puis on verra. Est-ce que tu peux raconter un peu Donc là, on a le tout début, mais donc c'est des associations, des organismes, est-ce que toutes, Chance, c'est une entreprise, mais qui avaient pour ambition de... Voilà, ils voulaient travailler ensemble sur ce sujet-là, mais comment ils se sont mis d'accord c'était quoi leur rôle parce que ils ont un peu de pain sur la planche de leur côté. Donc, Benjamin est un épisode qui fait partie de cette saison aussi, mais ça m'a pas l'air d'être un homme qui... J'espère qu'il pense à nous de temps en temps. Nous, on pense à lui. Mais... Ah non, bien sûr qu'il pense à vous, mais c'est juste que je me dis, tu as 4 entrepreneurs ou entrepreneurs sociaux et... Pourquoi pourquoi se charger la mule encore plus? En fait, je pense qu'il y avait une volonté de collaboration. Il y a 3 raisons pour lesquelles le secteur associatif ne collabore pas beaucoup. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'argent à collaborer ensemble. C'est quand même un problème, alors que dans le secteur privé, c'est le cas. Le deuxième, c'est qu'il y a une rotation des effectifs qui est extrêmement forte en associatif. 18 mois après, les gens sont partis. Et du coup, toute collaboration personnelle ne dure pas longtemps. Et le troisième, c'est que parfois, il n'y a pas les outils pour collaborer. On ne peut pas savoir l'impact d'avoir envoyé les gens. Donc, ils avaient tous les 4 identifié ce besoin-là, de se dire on devrait avoir un méta-acteur qui permet de séquencer au service des jeunes, parce que c'était quand même leur propos. Mais ils avaient, comme tu l'as dit, ni le temps, ni les moyens financiers. Et donc, initialement, ils voulaient le faire en projet à côté, mais au bout de quelques mois, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas du tout. Et donc, moi, j'arrive avec ma proposition de valeur qui est... Je suis un piètre codeur. Mais par contre, j'avais quand même la vision que j'avais travaillée. Et c'est la rencontre qui a fait l'opportunité.
C'est le bon moment et Je crois beaucoup au timing, effectivement. le bon moment au bon endroit. Bon, alors, maintenant qu'on a compris comment il met à voix, donc tu dis que tu as 2 mois de cash sur le compte et qu'on voit, mais toi, tu avais envie de bosser un métier qui ait du sens, mais tu n'es pas vraiment issu du milieu associatif. C'est quand même même si tu avais une appétence pour le SS, c'est assez particulier quand même. Ah non, je pense que enfin, je reconnaissais, je le connaissais pas, enfin, outre seulement en bénévole, quoi. Et en plus, c'était quelque chose d'assez novateur qu'on essayait de faire. Donc pendant 6 mois, je savais pourquoi pourquoi on travaillait, mais je savais ni comment le faire, ni avec qui le faire. Donc il y a vraiment eu une phase de réflexion, d'itération aussi, de test. Il y avait des trucs qui marchaient, il y avait des trucs qui marchaient pas. La première question, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un besoin? Parce que c'est très beau théoriquement de se dire, oui, on devrait tous collaborer et mettre en séquence au service des jeunes, mais est-ce que les jeunes, ils en ont besoin? Et ça, assez rapidement, c'était confirmé. Il y a 35% des jeunes qui sont accompagnés par aucune structure dans leur première recherche d'emploi, alors que les structures, elles existent. Pourquoi? Soit ils ne les connaissent pas, soit ils ne les comprennent pas, soit elles ne leur parlent pas. Donc, premier mouvement de se dire, est-ce que le besoin, il est là? Puis deuxième mouvement de se dire, comment on avance? Et là, on a eu la chance aussi d'être bien accompagné, d'être bien entouré, de muscler l'équipe aussi, mais notamment avec Chérit, l'accélérateur de Station F sur l'économie sociale et solidaire, pour passer de ce problème à une ébauche de solutions. Et je n'ai pas la prétention, après 2 ans et demi, ni de comprendre toutes les finesses et les rouages du monde associatif. Je continue de m'inspirer, de rencontrer, et ni d'avoir une solution qui marche pour tout le monde. Ce qu'on essaye, par contre, c'est d'inspirer d'autres associations et que notre solution, elle marche pour le plus grand nombre. Ok. Et donc les débuts, donc tu as ton idée, mais tu sais ni comment ni pourquoi. Comment ça s'est passé? Allez, la première année. On va te donner un peu de temps. Au tout début, il y avait un enjeu de vendre une vision qui n'était pas réalisée. Et là, on a de la chance d'avoir des bailleurs qui comprennent en fait la notion de risque et la notion de passage à l'échelle. Donc, ils ont acheté la vision. Ils ont acheté de crédit social aussi des associations qui étaient derrière. Premier niveau, parler au maximum de notre cible, donc au maximum de ces jeunes qui sont sans diplôme, sans réseau, qui lèvent la main. Moi, j'aime bien cette expression-là. Ils lèvent la main, ils veulent s'en sortir, mais ils ne savent pas par où commencer. Donc après 80 entretiens où on essayait de leur faire des plans d'action sans véritable outil, on commence à saisir un petit peu leurs problématiques. Je manque de confiance. Je considère que la recherche d'emploi, c'est hyper direct. C'est-à-dire, je vais sur Indeed, j'envoie 400 CV et puis j'ai des réponses, alors qu'on ne s'appelle pas Ma Voix pour rien, mine de rien. Et puis, j'ai besoin aussi d'être remobilisé, remotivé et qu'on me propose des solutions qui permettent d'avancer dans ma recherche. Parce que très souvent, ils arrivent à l'arrêt, voire en sentiment de recul. Et donc, psychologiquement, c'est dur. C'est les 6 premiers mois. Les 6 mois d'après, c'est travailler le collectif pour avoir plus de solutions à mettre en avant. Travailler nos réseaux sociaux. On a lancé les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, entre autres, et notre acquisition. Parce que moi, je lisais cette stat la semaine dernière, je la trouvais très surprenante, mais il y a 87% des associations qui considèrent que les réseaux sociaux sont une manière d'aller toucher les jeunes. Il y en a 7% qui en font un plan stratégique, un axe stratégique de développement. Et donc, les jeunes, aujourd'hui, si j'ai une page Facebook et que j'essaie de les toucher, ça ne marchera pas. Donc, eux, ils ont déjà switché. Ce qui fait de nous des vieilles personnes, quand même. Ouais, j'ai fêté mes 35 bougies et je me suis dit, ouais, je viens de sortir de la cible de ma voix, est-ce que je suis encore pertinent? J'espère. Oui, donc tu parlais des réseaux sociaux, donc là, c'est les plans que tu t'es posés. Et donc, question classique dans Changer la lampe, parce que le but de changer la lampe, c'est de comprendre comment on peut changer les choses, mais en s'en parlant assez normalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette magique. Comment on finance une association comme Ma Voix? J'estime qu'on a eu beaucoup de chance. Parce que financer la tech dans l'associatif, c'est hyper dur. C'est hyper dur parce que ça prend du temps. C'est pas j'ai 100 euros, je finance 1000 vaccins, j'ai 1000 euros, je finance 10 000 vaccins. Et donc, on a besoin de parler à des financeurs qui comprennent cette notion d'innovation sociale. J'estime aussi que c'est nécessaire et que d'un certain côté, on a aussi une action d'inspirer, de plaidoyer à destination de l'écosystème parce que les bénéficiaires, ils ont déjà changé. Ils passent 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. Ils se forment et ils s'informent sur les réseaux sociaux. Donc, si le milieu associatif ne prend pas ça comme un fait, il risque de se couper. Donc, le début, l'amorce, on va dire, a été soutenu par des acteurs de la tech, comme je mentionnais Google, et puis des acteurs un petit peu plus petits. Donc en mécénat, vraiment en des mécénat, ouais. Subventions, des dotations. C'est des dotations. Un business model de dons. Ouais. Exactement. Et qu'on continue d'avoir, même si on réfléchit à une diversification
On a eu l'occasion d'en parler. Mais c'était une volonté de dire, pour le passage à l'échelle, il y a une partie courbe d'apprentissage. Derrière, ma volonté, c'est de montrer que le monde associatif va changer, plus changer dans les 10 prochaines années que dans les 30 dernières. Pourquoi ? J'en ai parlé, les bénéficiaires ont changé dans leur manière de se former, de s'informer, mais aussi les bénévoles qui s'engagent de manière plus ponctuelle, de manière plus directe. Et ça pose aussi la question de se dire comment est-ce qu'on peut faire autant avec moins de ressources. Et en parlant de ressources, donc là, tu parles de mécénat, donc ma voix que je connais un peu, c'est plutôt des très gros montants. Enfin, Ouais. très gros pour le monde associatif, entendons-nous, pas très gros pour la tech. Voilà, des gros montants pour le monde associatif qui te permettent d'avoir une visibilité, d'avoir un peu de long terme. Est-ce qu'il y a du mécénat de compétences ? Oui, tout à fait. Alors, c'est quelques très gros montants, mais on est en train de diversifier aussi avec beaucoup de petits tickets, et notamment des fondations françaises, notamment des départements. Oui, parce que les fondations qui soutiennent ma voix, il y en a qui... Enfin, je n'ai pas le ratio, mais les fonds importants viennent de l'étranger. Une partie, effectivement, des GAFA, mais on a tout un plan de développement sur le secteur public, parce que je pense qu'on ne peut pas parler d'emploi sans, travailler main dans la main, et que ma voix est une solution complémentaire au secteur public et pas supplétive. Et derrière, notre objectif aussi, c'est d'avancer avec, et on le fait déjà, mais des fondations françaises, sur des tickets certes moindres, mais qui ne nous apportent pas uniquement cet aspect financier, mais une visibilité, une volonté de travailler de concert. Et donc là, on s'est doté d'un pôle spécial recherche de financement cette année. Et en termes de diversification, tu pourrais... Alors, moi, je connais une des façons, mais c'est vrai que quand tu parles de collectivité, etc., ça pourrait être des acteurs qui pourraient être intéressés pour acheter la solution, enfin pour l'appliquer aux jeunes soit de leur région, etc. C'est quelque chose que tu as envisagé ? C'est quelque chose qu'on commence à travailler. On a 2 axes. Le premier, c'était avec le Val d'Oise. On met à disposition la plateforme Ma Voix, donc cette plateforme d'orientation qui trouve les meilleures ressources en fonction des points de blocage de chacun qui propose un plan d'action. Et puis, on a aussi un entretien, un job qui est un projet qui est sorti il y a 6 mois, où l'idée, c'est de dire, si vous n'êtes jamais préparé en entretien, faute de réseau, faute de diplôme, nous, on vous accompagne à montrer des choses très simples. Vous êtes curieux et motivé, vous êtes renseigné sur l'entreprise et vous vous projetez dans le poste et vous avez les bonnes compétences. Et donc, l'objectif étant de proposer ces solutions, ces services. On est persuadé chez Ma Voix que la forme est au moins aussi importante que le fond. Et donc, on essaie d'avoir une forme qui ressemble aux réseaux sociaux qui sont utilisés tous les jours par les jeunes motivés. On appelle ça les jeunes motivés chez nous. On s'est inspiré de certaines assos comme les déterminés, mais on trouvait que c'était cool. C'était pas stigmatisant, mais plutôt positif. Les jeunes motivés qui arrivent sur Ma Voix et qui veulent trouver une solution pour eux. Voilà, on vient de parler des 2 ans et demi qui sont passés. C'est quoi les 2 prochaines années pour Ma Voix ? Ça va vite. Alors, c'est justement pour ça que c'est important aussi de prendre des temps de repos. On a démontré qu'il y avait un besoin. On a démontré qu'on était capable, en tout cas, de répondre à une partie des jeunes qui venaient sur Ma Voix. On a aussi fait plus de 1200 entretien visio avec des jeunes. C'est un pôle qui est important chez nous. On estime, on ne croit pas à la tech pour la tech. La tech, c'est juste un moyen d'aider les gens, mais du coup, on propose toujours aussi l'aspect humain. Et l'objectif pour 2023-2024, c'est d'avoir une expérience optimale, c'est-à-dire de proposer le meilleur plan d'action à chaque personne qui vient et que ce soit eux-mêmes qui nous le disent, qui puissent favoriser le bouche à oreille. Et le deuxième point, c'est d'assurer la pérennité de la structure. Je pense que là, je ne t'apprends rien sur le milieu associatif, mais justement en étant capable de valoriser nos actions. Donc d'abord, on mesure et on démontre, et ensuite, on valorise. Ma Voix, c'est très start-up comme méthode, comme ambiance, donc c'est lié à ce que tu faisais avant et à ta formation. Tu penses que c'est un atout ? Ça dépend à qui je parle. Alors, je veux froisser c'est une bonne réponse. Je veux froisser personne dans ce podcast. Je pense que c'est vraiment notre ADN. Et c'est pas mon ADN, c'est l'ADN de chaque personne de l'équipe. Toute personne dans l'équipe avait au moins 5 ou 6 propositions de poste, parce que c'est des métiers qui sont très, très recherchés, etc. Et donc, tout le monde a fait le choix de venir sur Ma Voix. Donc, le bon côté, c'est qu'on a une équipe extrêmement soudée. La manière dont notre proposition est reçue peut être inspirante, peut faire peur aussi. Je sais pas, je vais dire AI for good, intelligence artificielle pour le bien commun. Est-ce que ça va hérisser des gens dans ce podcast ? Mais en tout cas, on assume un rôle de pionnier sur, à 5 personnes, on est capable de toucher 30 000 personnes en 2 ans. On s'interroge toujours sur
comment est-ce qu'on peut faire plus ou autant avec moins de personnes, et on s'interroge sur le passage à l'échelle parce que ce soit la réforme des retraites ou autre, mais en tout cas, le nombre de bénévoles va baisser. Donc il faut qu'on invente l'association de demain. On est un modèle possible. Loin de moi de l'idée de dénigrer les associations de quartier. Je pense qu'il faut travailler main dans la main et c'est ce qu'on essaye de faire avec le collectif. Oui, c'est assez complémentaire, mais c'est pour connaître un peu le milieu associatif, cette exigence d'efficacité, le fait à la fois d'avoir un côté un peu R&D, mais aussi de faire des points très réguliers sur l'avancement, c'est pas non plus très très courant. Et après, l'avenir nous le dira, mais c'est aussi souvent ça part par effet de masse en fait. Voilà, donc on verra. Moi, je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour parler du secteur. Bon, alors du coup, tu es junior dans le secteur, mais tu as quand même des cofondateurs qui connaissent un peu l'ESS, les associations ou les raisons d'être ou l'impact. T'en penses quoi depuis que tu es dans le bain? Ce que j'adore, c'est que déjà, on peut être extrêmement ambitieux dans les gens qu'on va aller chercher, qu'on va aller toucher. Notre board, j'y suis allé avec mon LinkedIn et ma bonne volonté, en tout cas pour une partie, et ça marche. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on rencontre des gens qui sont inspirants et qui sont là pour des raisons profondes. Et moi, je pose toujours cette question-là, qu'est-ce qui t'a fait venir? Et il faut que la raison soit vraiment profonde. Donc, je m'en nourris et je m'inspire beaucoup, et je m'inspire plus que dans mes expériences passées. Ce sur quoi je travaille et qui parfois m'agace, c'est l'efficience, notamment l'efficience de la recherche de financement. Comment se fait-il que dans le secteur privé, on peut avoir des tours de table, une personne qui dise « bon, bah ok, je me porte garant du succès de cette entreprise ». Un peu moins en ce moment quand même. Un peu moins. Ouais, bien sûr, c'est un peu moins la fête. Mais en tout cas, en philosophie, tu as ça. Tu Bien as une personne qui va être sponsor et puis le reste qui se rattache. Et qu'en association, on passe tant de temps à aller vendre ce que l'on fait et moins à le développer et à aller faire des reportings qui soient si différents. Alors j'ai de la chance, j'ai quand même beaucoup de bailleurs qui comprennent le changement systémique qu'on essaie de faire avec ma voix et qui nous soutiennent. Mais voilà, s'il y a une frustration à date, pour moi, c'est cette notion un peu d'efficience. Je pense qu'on pourrait se projeter plus sur le cœur de ce qu'on essaye de faire, qui est l'accompagnement des jeunes vers l'emploi, et un peu moins sur, on va dire, le moteur. Donc toi, tu as des financements très jeunes, emploi et tech. Il n'y a pas beaucoup d'assos tech en France. C'est pas incroyablement répandu. Et pourquoi c'est, à ton avis, aussi difficile à financer? Pourquoi est-ce que toutes ces boîtes qui ont levé, après, comme en ce moment, elles ne lèvent plus et que voilà, et puis ça fait peut-être pas partie de leur budget, mais les mécènes tech courent pas les rues, quoi. Ouais, une des difficultés, c'est le logiciel, en tout cas d'analyse, la grille d'analyse, quand on va voir des bailleurs et des financeurs potentiels. C'est-à-dire qu'il faut toujours relier ce qu'on fait, bien sûr, à l'impact final. En plus, nous, on a une double difficulté. Le premier, c'est la tech, tu le mentionnais. Le deuxième, c'est qu'on est un collectif. Donc moi, il faut voir comme un 4 x 100 mètres, je vais passer le témoin. Et le témoin, c'est une des assos, je sais pas, une asso de mentorat, par exemple, demain.org, qui va aller mentorer des jeunes que je lui ai envoyés. Et après, il faut qu'elle me renvoie des infos. Le premier point, c'est que il faut être capable d'expliquer en termes, avec un logiciel de compréhension, en termes simples, ce que l'on fait et pourquoi ça a de l'impact final sur les jeunes motivés que l'on vise. Et le deuxième, c'est que la tech, ça coûte cher. Donc, et je vais prendre un exemple très concret. On me dit souvent, mais moi, je ne veux pas financer les opérations courantes. Enfin, je veux financer des factures, je veux financer des projets. Et je leur dis, mais moi, si j'externalise mon développeur ou ma product manager, Céleste, en fait, ça me coûtera 2 fois plus cher et elle sera. Il y a une courbe d'apprentissage, quoi. Et donc, j'ai bon espoir. Enfin, je suis optimiste sur le fait que ce mouvement va arriver. Une des raisons pour lesquelles je le suis, c'est que, je dirais, dans les pays anglo-saxons, c'est pas forcément un débat. Le deuxième point aussi qui me rend optimiste, c'est que je vois beaucoup de passerelles ces dernières années entre le secteur privé et le secteur associatif. Et je trouve ça très positif parce qu'on a tous beaucoup de préjugés d'un côté et de l'autre. Et donc, créer des ponts entre privé, public et associatif, en fait, c'est mieux se comprendre et on se rend compte que tout le monde est dans des logiques. Par contre, c'est vrai que quand on a déjà de l'impact, et aujourd'hui, on a quand même, je dirais, des centaines de jeunes qui nous ont dit qu'on a contribué à leur mise en emploi, parfois on est un peu surpris quand on nous dit c'est très bien, mais là, il faudrait que je finance un autre projet. Non, en fait, j'aimerais bien
j'aimerais bien avoir encore plus d'impact sur ce que je fais déjà. Je vais poser une question que je pose pas beaucoup, mais avec toi, je me permets, puis c'est un épisode un peu particulier. Tu rêves que qui te finance ? Enfin, finance ma voix, hein, pas toi. En fait, j'aimerais bien qu'on ait un consortium, donc vraiment entre capital risque philanthropique, ce qui commence à arriver, grosses entreprises comme La Poste qui ont une capacité aussi de parler aux jeunes qui est impressionnante, et puis, allez, OpenAI. Non. Je rêve, hein. Mais non, Enfin, mais peut-être attends, pas, hein. peut-être qu'ils vont si- tomber si dessus l'un et qu'ils vont d'entre dire, vous mais nous bien écoute. sûr. Alors, est-ce que tu es prêt pour les questions de la fin, Philippe ? Ouais, allons-y. Quelle est la raison d'être de Ma Voix ? Donner les codes de la recherche d'emploi à ceux qui ne les ont pas et qui lèvent la main. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre ? Olivier Dussopt, mais je crois qu'il est assez occupé ces temps-ci. Tu pourrais toujours faire un petit sit-in devant, Ouais. devant le ministère. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer ? Je pense que ce serait bien que chaque personne puisse partir avec un capital de départ. Ça favoriserait l'égalité d'opportunités. Le meilleur conseil entrepreneurial qu'on t'ait donné ? Avance, et si tu avances trop vite, excuse-toi. Et la chose la plus urgente à faire pour vraiment changer la norme ? Je pense en tout cas, c'est mettre plus de liens entre associations, entre elles, secteur public et entreprises privées. Merci Philippe. Merci Flavie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter de podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.